Bonjour Aurore Berger, vous êtes Bonjour. ministre déléguée démissionnaire, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, ainsi que députée réélue des Yvelines. Vous connaissez la maxime de Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Est-ce que présider, ce n'est pas choisir également, Aurore Berger? C'est ce que le président de la République a fait. Il a choisi. Il a choisi au lendemain des élections européennes d'acter que la représentation qui était à l'époque celle de l'Assemblée nationale ne correspondait peut-être plus à ce qu'attendaient et ce que voulaient les Français. Il a choisi en effet cette dissolution qui était un choix difficile mais qu'il a estimé nécessaire. Et on voit bien au regard de la participation massive d'ailleurs des Français à cette élection qu'a priori c'était plutôt finalement attendu par les Français. La question c'est, au regard maintenant de cette nouvelle Assemblée, comment nous on choisit, nous députés, pour arriver à créer, à former des coalitions, et qui arrive à former une coalition qui donne le plus de stabilité au pays. Je crois que c'est ça notre défi. Il a renvoyé à la mi-août le choix justement d'un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'il ne cherche pas aujourd'hui à gagner du temps, le président de la République? Je crois surtout qu'il y a plutôt objectivement un consensus dans la classe politique. J'entends Anne Hidalgo, Gérard Larcher, on ne peut pas dire qu'ils soient totalement du même bord politique et des mêmes orientations. Dire que ça n'aurait évidemment aucun sens alors qu'on accueille le monde entier à partir de vendredi, même à partir d'aujourd'hui, puisqu'il y a des premières épreuves aujourd'hui des Jeux Olympiques, de déstabiliser notamment des enjeux qui sont essentiels, de sécurité des Français en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc je crois que tout le monde le comprend, donc c'est pas gagner du temps, c'est respecter tout simplement une temporalité que nous n'avons pas choisie, qui est celle des Jeux Olympiques. Peut-être une attente des Français aussi de faire un peu une trêve de politique pendant 15 jours. Je crois que ça fera de mal à personne. Et puis après, évidemment, choisir, parce qu'on a besoin, et le plus vite possible, d'un nouveau Premier ministre. On a besoin, et le plus vite possible, de former une coalition. Je crois qu'il y a des mains qui se sont tendues à droite. Je crois qu'on a des personnalités de droite qui pourraient créer du consensus, offrir cette stabilité, que ce soit Gérard Larcher, justement, que j'évoquais, que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Michel Barnier. Bref, on a des personnalités dont on sait qu'elles pourraient aider à créer du consensus dans l'Assemblée nationale et à permettre qu'une coalition puisse naître. Moi, j'espère que cette coalition, elle puisse aller de la droite de gouvernement, donc des Républicains, jusqu'aux sociodémocrates. Mais aujourd'hui, les sociodémocrates, ils sont un peu coincés. Il y a un peu une forme de syndrome de Stockholm, vous voyez, du Parti socialiste vis-à-vis de la France insoumise. À eux d'en sortir aussi, parce que je crois que c'est l'intérêt du pays, encore une fois, qu'on puisse avoir une coalition. Parlons justement du nouveau Front populaire qui s'est enfin accordé, disons-le, sur un nom. Lucie Castet, est-ce que vous la connaissez? Alors non, je ne la connais pas. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce ne soit pas quelqu'un de qualité. Moi, ce sujet, il n'est pas un jugement personnel sur tel ou tel nom. D'autres noms ont été d'ailleurs proposés par le nouveau Front populaire, mais qui n'avaient pas été validés intégralement entre eux. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas de faire du name dropping où on sortirait chacun de notre chapeau des noms. La question, c'est encore une fois, on sait que personne ne réussira à avoir 289 députés, c'est-à-dire la majorité absolue en soutien. La question, c'est est-ce que par contre, on sait ne pas avoir 289 députés contre nous, qui dès le lendemain censuraient le gouvernement. Et le nouveau Front populaire aujourd'hui, tel qu'il est constitué, a de manière systématique 289 députés contre lui, puisque nous l'avons dit... Ils sont dans un déni de réalité aujourd'hui lorsqu'ils disent il faut nommer l'un des nôtres à Matignon. Mais encore une fois, nous, quand en 2022, nous sommes 250 députés de la majorité. Donc dans une majorité qu'on dit relative, immédiatement à l'époque la NUPES dit ils ont perdu, ils sont minoritaires, ils sont illégitimes. Et nous étions 250. Aujourd'hui, ils sont moins de 200 et ils disent on a gagné. Il y a quand même un paradoxe assez invraisemblable, mais surtout, ils ont de manière systématique 289 députés contre eux. Un gouvernement qui ne serait formé que par le nouveau Front populaire, un gouvernement qui comprendrait des membres issus de la France insoumise, est un gouvernement qui serait censuré dès le lendemain même, puisque à la fois les trois groupes du bloc central, Ensemble pour la République, le Modem et Horizon, ont dit que nous déposerions une motion de censure, les LR aussi, le RN aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. C'est un gouvernement qui ne pourrait pas tenir. Et donc qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Est-ce qu'on veut déjà l'orientation du nouveau Front populaire? Je ne crois pas qu'elle soit majoritaire dans le pays. En tout cas, ils sont très minoritaires à l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître aussi que le bloc central est minoritaire quand il est seul. La question, c'est est-ce qu'on peut justement faire en sorte de faire naître une coalition à laquelle on n'appartiendrait pas forcément, dont on serait le pivot, mais à laquelle on appartiendrait. Gérald Darmanin, dans Paris Match, estime qu'il faut un Premier ministre en dehors du camp présidentiel stricto sensu. Je le cite, est-ce que vous le rejoignez sur ce point? Oui. Il ne faudra pas de Premier ministre issu de votre camp. Et on est sur la même ligne parce que tout simplement, c'est ce que nous ont dit les Français. Ils nous ont dit, vous n'êtes plus majoritaire seul.
vous êtes en situation de minorité. Par contre, on vous demande de créer les conditions d'avoir une coalition. Donc avec qui peut-on créer cette coalition ? Quelle est la coalition qui aurait du sens et qui offrirait de la stabilité et de la cohérence politique ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est à la fois des mains tendues à droite qui proposent un pacte législatif. Honnêtement, je ne vois pas d'irritant dans ce pacte législatif. Vous souscrivez quasiment toutes les mesures ? Écoutez, il y a des lignes rouges qu'ils posent, on pose les mêmes. C'est-à-dire refus de toute augmentation des impôts, refus de la baisse des pensions des retraités. Donc ça, c'est déjà des lignes rouges claires que nous posons. Ensuite, il y a la question du travail, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat, il se gagne d'abord par le travail, la dignité par le travail. C'est tout le chemin qu'on essaye d'emprunter depuis 7 ans, la réindustrialisation de notre pays, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA notamment. La question de l'immigration. Ils nous disent quoi ? Ils disent on avait un texte qui avait été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, puis en partie, vous savez, censuré par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un texte qui était souhaité par une majorité de parlementaires, députés et sénateurs. Eh bien, repartons de ce texte. Pourquoi on s'opposerait aujourd'hui à ce qu'on a voté hier ? Ce serait quand même un petit peu cocasse. Après, je pense qu'il y a des choses qu'on peut ajouter dans ce pacte législatif, notamment question de transition écologique et énergétique, qui sont, je crois, absolument déterminantes pour notre pays. Là encore, je pense qu'on a des points d'accord dans l'hémicycle. Donc il pourrait y avoir un accord tel que vous l'avez passé, disons-le, durant ces législatives dans les Hauts-de-Seine, justement, avec la droite. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs être ministre de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau ou par exemple d'un Xavier Bertrand que vous Laurent citiez à Wauquiez, l'instant ? la question ne se pose pas puisque lui-même a dit « je souscris à un pacte législatif mais je n'appartiendrai pas à une coalition gouvernementale ». Donc il n'a pas vocation à intégrer un gouvernement. Vous savez, parfois en politique, la vérité d'hier n'est pas forcément celle de demain. Sans doute. Moi, ce que je veux, encore une fois, c'est donner de la stabilité au pays. Nous sommes un gouvernement démissionnaire. Le Premier ministre est démissionnaire. Donc nous avons besoin le plus vite possible d'avoir un nouveau Premier ministre qui puisse ensuite être libre de former un pacte gouvernemental qui soit issu d'une coalition parlementaire. Et cette coalition parlementaire, encore une fois, celle qui aujourd'hui peut se dessiner, c'est une coalition parlementaire avec les 3 blocs de l'ancienne majorité, le bloc central et la droite de gouvernement. Moi, j'espère que ça puisse aller au-delà. Mais pour aller au-delà, encore faut-il que des membres du Parti socialiste notamment, il y en a de très respectables et heureusement, acceptent de se détacher enfin de la France insoumise. Ils ne peuvent pas être insultés matin, midi et soir par la France insoumise pour ensuite, quelques heures après, se mettre d'accord. L'entourage du président de la République estime que la moitié des socialistes, ils sont 66 à l'Assemblée nationale, pourraient rejoindre justement cette coalition que vous appelez aujourd'hui. Mais parce que j'entends aussi des voix de grands élus, notamment élus régionaux, qui eux-mêmes disent qu'ils seraient prêts à participer demain à une coalition gouvernementale avec le bloc central. C'est ce que dit par exemple Carole Delga, qui est, je crois, une voix qui compte au sein de la gauche française. La question, ce n'est pas des caciques de tel ou tel parti qui vont sur un coin de table dessiner un nouveau gouvernement. C'est est-ce que dans une configuration totalement inédite, dans un pays qui est aussi fracturé par des inégalités, fracturé par des tensions, on arrive à redonner de la stabilité. Si c'est pour former un gouvernement, pour se faire plaisir et pour être le lendemain immédiatement censuré dans l'Assemblée nationale, quel est l'intérêt pour les Français ? Quel est l'intérêt pour le pays ? Avoir dit j'ai été ministre 24 heures de plus ou je suis devenu ministre pendant 24 heures, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc ce qui peut offrir de la stabilité, c'est ce qui est d'abord de la cohérence politique. Et la cohérence politique, c'est en effet de s'accorder sur un pacte législatif où on se dit voilà, pour le pays, voilà ce qui nous paraît être prioritaire au regard de ce qu'on a entendu. On a entendu quoi ? La question du pouvoir d'achat et donc du travail, la question d'un régalien très fort, notamment sur la question sécuritaire et d'immigration, la question de la justice sociale et de la justice fiscale, la question des services publics, de l'éducation et de la santé. Voilà ce que je crois collectivement nous avons pu entendre dans nos différentes campagnes, quels que soient d'ailleurs les différents territoires dans lesquels nous sommes. Aurore Berger, après la France Insoumise, le Rassemblement National annonce vouloir mettre à l'ordre du jour de leur niche parlementaire le 31 octobre prochain l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que aujourd'hui vous jugez qu'il y a un risque que cette réforme soit abrogée dans les prochains mois ? Moi, ma position, elle est constante. Et la position du Bloc central, elle est constante. Nous avons porté cette réforme des retraites parce qu'on l'estimait nécessaire et parce qu'on a essayé de la faire la plus juste possible. Je pense évidemment à la question des carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler tôt pour qu'ils puissent partir plus tôt, aux petites pensions de retraite, aux femmes. La question, il faut la poser au nouveau Front populaire. Ils demandent matin, midi et soir l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que parce que c'est l'extrême droite qui le propose, ils refuseront de le voter ? Je les renvoie à leur propre cohérence idéologique. Est-ce que, encore une fois, ce qui compte, c'est le texte qui est proposé ou pas ? Nous, c'est très clair. On est contre toute abrogation de la réforme des retraites. Donc, évidemment,
je serai dans cette configuration en tant que députée alors, dans l'hémicycle le 31 octobre prochain, pour m'y opposer, parce que je crois que ce serait dangereux pour le pays et que ça présenterait un risque majeur pour la baisse potentielle des pensions de retraite des retraités. Et je pense qu'on ne sera pas les seuls à s'opposer à cette abrogation. Est-ce que vous vous étonnez du silence assourdissant, disons-le, de la gauche après les propos tenus ce week-end par Thomas Porte, excepté Sandrine Rousseau, qui a défendu la présence des sportifs israéliens pour cette compétition des Jeux Olympiques? Malheureusement, c'est assez habituel. On voit bien que depuis le 7 octobre, nos compatriotes juifs subissent un regain d'antisémitisme qui est affolant et qui devrait tous nous inviter à nous unir et à dénoncer ce qui attise cette montée de l'antisémitisme. Ce d'autant plus quand on est un député de la nation. On accueille le monde entier. Moi, je suis très fière que des athlètes israéliens, évidemment, soient accueillis et qu'ils soient surtout respectés. Tout est fait pour que leur sécurité soit garantie. C'est ce que la France, évidemment, leur doit. Mais vous savez, des athlètes israéliens qui ont déjà eu une cible dans le dos, malheureusement, on a connu lors de Jeux Olympiques, avec des athlètes israéliens qui avaient déjà été pris pour cible et qui avaient été assassinés pendant les Jeux Olympiques. Donc, essayer de faire monter cette haine, essayer de mettre une cible dans le dos à la fois à nos compatriotes de confession juive, comme s'ils étaient co-responsables de la situation à Gaza, qu'on peut évidemment et légitimement dénoncer, et le faire sur des athlètes israéliens, je trouve que c'est indigne et je trouve que c'est dangereux pour leur sécurité. Mais heureusement, nous, on est dans un pays qui est fier de les accueillir, une organisation qui est fière de les accueillir, et leur sécurité, elle sera pleinement garantie, c'est ce qu'on leur doit. Justement, cette décision de protéger par le RAID et le GIGN 24 heures sur 24 cette délégation israélienne, que dit cette décision du ministre de l'Intérieur sur le climat dans notre pays? Qu'on ne prend aucun risque, évidemment, avec la sécurité d'aucun athlète, d'aucune délégation et d'aucun de nos compatriotes. Vous le savez, je suis aussi en charge de la lutte contre l'antisémitisme. J'ai malheureusement des témoignages quasiment quotidiens de nos compatriotes juifs qui, à la fois, voient tous les efforts que nous avons faits pour renforcer leur sécurité, mais on ne devrait pas avoir à le faire. Dans une démocratie qui va bien, on ne devrait pas avoir à renforcer la sécurité de certains de nos compatriotes Notre démocratie ne va pas bien. Au regard de leur confession. Mais écoutez, quand vous pointez du doigt certains Français, au regard de leur confession réelle ou supposée, au regard de leur patronyme, quand vous avez des Français qui renoncent parfois à écrire leur patronyme tout simplement sur leur boîte aux lettres parce qu'ils ont peur de la manière avec laquelle ce serait ressenti, se désinscrire de certaines applications, oui, moi je pense que ça devrait alerter tous les démocrates de notre pays. Ce que je regrette, c'est que certains s'amusent à attiser la haine et que ce soit des parlementaires de la nation, toujours les mêmes. Toujours des députés de la France insoumise, malheureusement. J'aurais préféré qu'ils ne soient pas députés. J'aurais préféré qu'ils ne se comportent pas de cette manière-là et que ces comportements conduisent les Français au dire qu'ils ne voulaient plus que ces personnes puissent siéger et puissent les représenter. Au Parlement européen, Rima Hassan a été proposée par la France insoumise pour devenir vice-présidente de la Commission des droits de l'homme. L'élection a été reportée, bloquée notamment par les membres du PPE. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle n'a évidemment pas sa place dans une commission sur la question des droits de l'homme, parce qu'il suffit de reprendre ses déclarations. Vous voyez, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan. C'est-à-dire que vous ne savez plus à la fin si vous devez commenter la déclaration parce que vous continuez du coup à faire parler d'elle, mais il y a des déclarations qui sont tellement insupportables que vous êtes obligé de les dénoncer. Et encore une fois, elle fait partie de ces élus de la France insoumise qui considèrent qu'on peut mettre une cible dans le dos d'un certain nombre de nos compatriotes et de nos compatriotes juifs. Ils ont fait campagne aux élections européennes uniquement là-dessus. Ils ont d'ailleurs tenu des propos assez insupportables à l'encontre de Raphaël Glucksmann, qui était candidat pour le Parti socialiste, parce que lui-même est de confession juive. Je trouve que c'est insupportable. Et c'est là où on voit bien la faiblesse structurelle de ce que veut dire le nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'allier aujourd'hui pour espérer créer une coalition gouvernementale, entrer au gouvernement, avec des gens qui vous insultaient hier et des insultes qui sont particulièrement graves quand on parle évidemment d'antisionisme et d'antisémitisme. Donc j'espère que, encore une fois, tout ça va faire que des élus du Parti socialiste, des élus de gauche sincères qui ont envie de cette stabilité pour notre pays, vont ouvrir les yeux et vont tout simplement considérer... Vous leur dites, rejoignez-nous. Je leur dis pas rejoignez-nous, je leur dis trouvons les moyens de faire une coalition gouvernementale. Pas encore une fois avec le bloc central qui en serait le pivot, mais le bloc central qui en serait membre pour garantir cette stabilité. Mais surtout, sortons un moment des postures, sortons des impostures surtout de la France insoumise, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est ça dont notre pays évidemment a besoin. Le pays a besoin de calme,
il a besoin d'une fierté retrouvée. Je crois que ce sera le cas lors des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Il a besoin d'unité et il a besoin de stabilité, notamment de stabilité politique. Je crois qu'on peut construire cette stabilité politique. Il y a des mains qui se tendent encore une fois à droite. J'espère que d'autres pourront se tendre à gauche. En tout cas, nous, notre main est tendue parce que c'est ça, je crois, qui nous est demandé depuis les élections législatives. Merci beaucoup, Aurore Berger. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1.